Il faut 30 secondes environ et du coup, on va être pile à l'heure. Je vous dis dès que c'est lancé. Coupe ma caméra. Vous ne me voyez plus. La diffusion est en cours d'activation. Ça y est, nous sommes en direct, messieurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ok. Cher Christophe, cher Paul, cher Pierre, bienvenue à cette conférence. Christophe, je vous laisse procéder à l'accueil des participants. Bonne conférence. Parfait. Écoutez, il est l'heure. Nous accueillons à peu près 150 personnes. C'est la première conférence téléphonique que nous organisons. Le confinement a du bon parce que ça nous permet de tester d'autres moyens de communication. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir la financière de l'échiquier que nous connaissons très bien. Depuis 1997, nous les suivons et nous recommandons leurs fonds. Et donc, nous avons souhaité esquisser quelques pistes avec eux, avoir leur point de vue sur la crise sanitaire actuelle et les conséquences sur les marchés financiers. Cette conférence téléphonique, cette webconférence durera à peu près 30 à 40 minutes avec une quinzaine de minutes où Pierre Puy-Basset, qui est porte-parole de la gestion de la financière de l'échiquier, présentera les aspects macroéconomiques. Donc Pierre Puy-Basset a été gérant à la financière de l'échiquier de fonds comme Agénor. Il a lancé également le fonds Échiquier World Equity et désormais il est porte-parole de la gestion. Ensuite, Paul Gaudry, qui est responsable des relations investisseurs, parlera de la vision des gérants et nous terminons ensuite sur une petite session de questions-réponses que vous pourrez poser. Voilà. Écoutez, Pierre, je te laisse la parole pour présenter les différents éléments macroéconomiques que nous avons pu constater durant les dernières semaines. Pierre ? Moi, je n'avais pas branché mon micro, donc je recommence. Paul, est-ce que tu veux dire un mot en introduction ? Écoutez, non, bonjour à toutes et à tous. En effet, on est très heureux d'animer ce premier exercice par visioconférence avec Partners Patrimoine, un cabinet avec qui nous avons le plaisir de travailler depuis de nombreuses années. Et on espère pouvoir répondre aujourd'hui à toutes vos questions. Et on a la chance d'accueillir donc à mes côtés Pierre, qui est, comme l'a dit Christophe, porte-parole de la gestion. Il va vous apporter des éclairages macroéconomiques. Vas-y Pierre, je te laisse la parole. Alors, un quart d'heure, ça va être rapide. Bonjour à tous. Je suis très heureux aussi de participer à cette conférence téléphonique. Donc, on va essayer de parcourir un certain nombre d'éléments qu'on met en avant dans cette période-là. J'essaie d'avoir les éléments les plus à jour. Premier regard, peut-être, c'est sur l'état des lieux. Ce qu'on constate, c'est qui sont, comme vous pouvez le voir, en baisse, avec des baisses qui sont relativement conséquentes sur l'Eurostoxx 50, qui est un indice composé de 50 grandes valeurs européennes, qui est en baisse de 22,76. Si je regarde un peu les grands indices mondiaux, ce que je constate, c'est que quand même, première remarque, les États-Unis performent mieux que l'Europe. Alors, est-ce que c'est parce que les États-Unis sont rentrés plus tard dans la crise? Est-ce que c'est parce que, et je pense que c'est plutôt la raison, les marchés font peut-être plus confiance aux États-Unis pour ressortir plus rapidement de la crise? Deuxième remarque, le Nasdaq, qui est un indice de valeur technologique, forme finalement relativement bien. Là, c'est les performances à vendredi dernier. On était en baisse de moins 6,83. On était quasiment à l'équilibre avant-hier, après une séance qui avait été plutôt porteuse aussi pour les valeurs technologiques. Remarque, on voit que l'Asie performe mieux. Vous voyez le CSI 300, par exemple, qui est l'indice en bas, qui est moins 7%. C'est un indice qui est l'indice de la bourse de Shanghai. Donc la Chine qui est rentrée avant, en train de ressortir, comme vous le savez, aujourd'hui des conséquences de la crise sanitaire avec une rouverture progressive de son économie, performe mieux.
Sur la slide d'après, c'est pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe aux États-Unis et en Europe en termes de style. Ce que l'on constate, vous voyez que les meilleures performances, alors c'est une subdivision sur 3 styles que l'on appelle le value, le blend, qui est un mélange entre le value et la croissance. Hein, c'est 3 grands styles d'investissement. Et puis séparés entre grande capitalisation, capitalisation moyenne et capitalisation de petite taille. Et ce qu'on constate, c'est que les grandes capitalisations de croissance performent mieux aujourd'hui que les petites capitalisations et surtout que le value. Donc, on a vraiment un avantage marqué pour ce qu'on appelle le style croissance. Alors, c'est un style que l'on connaît bien, la financière de l'échiquier, puisqu'on a beaucoup de fonds en fait qui investissent sur cette thématique. Diapositive suivante, c'est le pourquoi. Hein, parce que du fait de cette crise sanitaire, en fait, on assiste à une contraction de l'économie. Alors, le FMI vient de publier ses dernières estimations et évoque donc une contraction de l'économie mondiale qui pourrait être de l'ordre de 3% en 2020. C'est donc la plus grande récession depuis la Grande Dépression des années 30. Bien évidemment, c'est une anticipation en fait qui ne comprend pas la continuation de l'épidémie au 3e trimestre. Si c'était le cas, ce que dit le FMI, c'est qu'on pourrait avoir une contraction supplémentaire de 3%, donc une contraction très, très, très importante de l'épidémie mondiale. Et si on regarde la France, vous savez que le gouvernement français vient de publier ses estimations et parle de 8% de contraction pour l'année 2020. Donc, on est dans une année, effectivement, où la macroéconomie est extrêmement bousculée par cette crise sanitaire. Sur la diapositive d'après, c'est juste un regard rapide sur le pétrole. Je crois qu'il y avait des questions. On a reçu des questions sur le pétrole. Bon, ce qu'on observe, c'est une reprise sur des points bas. Les niveaux sont extrêmement bas. Hein. Vous savez qu'il y a des discussions donc, entre les différents pays producteurs de pétrole pour essayer de réduire la production. Pas grand monde n'y croit. Hein. J'ai mis quelques chiffres. Hein. La consommation au mois d'avril mondiale est en baisse de 30 millions de barils jour. Et les accords en fait, qui sont passés entre les pays producteurs permettaient de réduire la production de 10 à 15 millions de barils. Donc on voit bien que pour l'instant, c'est probablement insuffisant. Donc on va continuer à assister à une pression sur les prix du pétrole. La diapositive d'après, c'est pour parler en fait de la dégradation et des conséquences de cette dégradation sur un paramètre qui est l'emploi. Aux États-Unis, donc on assiste depuis ces 3 dernières semaines à la publication de chiffres extrêmement importants de la croissance du chômage. Hein. On est aujourd'hui autour de 16 millions de chômeurs aux États-Unis. C'est des niveaux qui pourraient, on le voit bien sur la slide, la diapositive qui suit, qui pourraient continuer à progresser. JP Morgan parle de 20% de chômage à fin avril aux États-Unis et M. Bullard, qui est le président de la Fédérale Réserve de Saint-Louis, qui est un éminent en fait, membre de cette organisation, même d'un chômage qui pourrait monter jusqu'à 47 millions de personnes aux États-Unis, le chômage qui serait à 32%. J'ai mis un graphique où vous pouvez suivre les niveaux du taux de chômage aux États-Unis depuis les années 50. Vous voyez que c'est des niveaux que l'on n'a jamais vus. Alors certes, c'est une crise qui a un début, c'est une crise qui a une fin, c'est une crise qui est très, très atypique. Et le marché pense que beaucoup des gens qui sont au chômage aux États-Unis pourraient être embauchés très, très rapidement. Sur la diapositive suivante, c'est finalement ce qui s'est passé la semaine dernière, donc une semaine de rebond importante sur les marchés européens. Vous voyez que l'indice Stoxx 600, l'indice le plus large sur les marchés européens, était en progression de 6,32. Peut-être 2-3 remarques. Hein. Comme d'habitude, dans ces marchés qui rebondissent, c'est les secteurs qui ont le plus mal performé qui rebondissent le plus fort. Vous voyez que, par exemple, le travel and leisure, qui sont donc les activités de voyage et de loisirs, était en progression de 22,86, alors que c'était un des plus mauvais secteurs sur le début de l'année. Aussi, peut-être juste une remarque pour signaler que le 4e meilleur secteur de la semaine dernière, c'est la technologie, et c'est le seul secteur finalement qui a fortement rebondi dans ce qu'on appelle une semaine de reprise de risque du marché, où le marché va chercher des dossiers qui ne sont pas chers, ou qui ont fortement baissé, et c'est aussi un des meilleurs secteurs sur l'année, donc on a un peu l'impression que la technologie le secteur immune ou le secteur à privilégier dans cet environnement-là. D'ailleurs, nos fonds qui investissent sur ce secteur-là, des performances qui sont tout à fait attractives dans cette période, dans cet environnement de marché complet.
Alors, ce qui se passe et pourquoi les marchés rebondissent, parce qu'il y a des investisseurs, hein, c'est ce qu'on voit sur cette diapositive où on revient un peu sur les flux. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des investisseurs sur le marché action. Sur la diapositive qui suit, on voit bien ce qui s'est passé en mars 2020. Hein, c'est un tableau en fait avec les flux à la vente sur 3 catégories qui sont donc les equity, donc les actions, les bonds qui sont les obligations, et le money market qui sont les fonds monétaires. Et ce que l'on voit, c'est que sur le marché obligataire, le mois de mars a été le plus mauvais mois historiquement en termes de flux, avec des rachats qui sont extrêmement élevés, 277 milliards de dollars, alors que la précédente plus mauvaise semaine avait été de 106 milliards. Sur les actions, ça a été un mois difficile, hein, en négatif de 47,5 milliards, mais ça n'a pas été le plus mauvais mois, en fait. Hein. On a vu des mois pires, entre autres le mois de décembre 2018, le mois de janvier 2008, etc. etc. Et le grand gagnant, c'est bien sûr l'actif le plus défensif, hein, dans cet environnement-là, et on voit que les investisseurs sont allés chercher de la sécurité, c'est les fonds monétaires. Alors, la conséquence de tout ça, vous le savez, c'est beaucoup de craintes. On appelle la volatilité l'indice de la peur, hein, c'est pour ça que je le reprends sur cette illustration. La volatilité, alors ce n'est pas une volatilité, les graphiques que j'ai mis, c'est la volatilité sur les 12 derniers mois, mais sachez qu'on est monté à des niveaux de volatilité records. Hein. On est monté tant sur l'Eurostoxx 50 que sur le S&P 500, qui est le très gros indice américain, sur des niveaux de volatilité records. Alors quand la volatilité est très élevée, finalement c'est le signal de beaucoup de peur sur le marché. Hein. C'est un peu le coût de l'assurance, des éléments du coût de l'assurance sur toutes les stratégies optionnelles. Et vous voyez que la prime de cette assurance a très très fortement augmenté. Ce à quoi on assiste depuis quelques jours, c'est un retrait de la volatilité. C'est un élément qui est très positif, hein, bien sûr, puisque plus la volatilité est faible, généralement, plus les investisseurs se repositionnent sur les actions. Alors, on est autour de 44, on n'est pas revenu autour de 15 ou 20, hein, bien sûr, mais c'est déjà un premier mouvement qui est rassurant pour les marchés. Les taux, rapidement, alors ils se sont tendus dans un premier temps. Sur ce graphique-là, vous avez une illustration d'un paramètre qui s'appelle l'ITRAX. Ça nous permet de surveiller quelles sont les primes demandées. C'est une sorte aussi d'assurance. En fait, c'est le reflet de ce qu'on appelle la valeur des CDS. Sachez que quand ça monte beaucoup, il y a beaucoup de tension en fait sur les taux obligataires. Alors, sur ce graphique, vous avez 2 ITRAX. Vous avez ce qu'on appelle le crossover et vous avez le main. Le crossover permet de voir un peu comment se sont tendus les taux sur les obligations à yield, et le main sur les obligations investment grade. Dans les deux cas, les taux se sont très très fortement tendus. On insiste aussi depuis maintenant 2 semaines, c'est finalement une réduction des tensions. On reste sur des niveaux qui sont élevés, comme vous pouvez l'observer sur ces deux paramètres, mais on voit là aussi que finalement on commence à voir un marché obligataire qui se reprend. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que le marché obligataire, bien sûr, bénéficie, et c'est la diapositive suivante, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, bien entendu, des annonces des banques centrales. Vous savez qu'un des éléments de cette crise, ça a été la réactivité extrêmement importante de la part des banques centrales, hein. Bon, bien sûr la BCE, la Fédérale Réserve, mais de beaucoup d'autres banques centrales dans le monde. C'est un des éléments rassurants pour le marché, hein, bien sûr, avec des programmes qui sont extrêmement élevés, des programmes qui sont secondés par des programmes aussi de la part des États, hein, qui utilisent leur outil budgétaire de façon extrêmement généreuse sur cette période-là. Là, on bénéficie, et je pense que c'est un des éléments aussi qui rassure le marché, c'est aussi ce qui justifie finalement la reprise des niveaux du marché sur les points bas, c'est que finalement, les banques centrales, grâce à l'expérience de la précédente crise de 2008-2009, finalement, peut-être elles avaient réagi, mais de façon plus lente, réagissent de façon extrêmement rapide pour corriger les excès de cette crise, corriger les excès sur le marché obligataire, on l'a vu, avec des effets qui sont bénéfiques, et corriger dans une mesure, essayer de rassurer aussi le marché action en prenant des mesures conjoncturelles en fait d'aide. Sur le graphique suivant, c'est les États-Unis, hein, c'est le comportement du compartiment high yield avec des tensions, enfin des tensions comme vous pouvez voir qui sont beaucoup moins élevées que celles auxquelles on a pu assister en 2008, hein, et ça vient corroborer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que finalement les marchés bénéficient d'un environnement
très accommodant et extrêmement supportif de la part des banques centrales. Alors, qu'en est-il maintenant de la valorisation des marchés? Ce que l'on observe, c'est que bien sûr, la valorisation a fortement baissé. On aime beaucoup dans les périodes de crise regarder entre autres un ratio qui s'appelle le price to book. Le price to book, c'est en fait une comparaison entre la valeur boursière et les fonds propres. On peut le faire, c'est une comparaison qu'on peut faire sur une entreprise de façon individualisée ou sur un indice. Dans le cas d'espèce, on regarde en fait comment évolue ce fameux price to book sur l'indice Eurostoxx de la zone euro. On constate, c'est que la correction à laquelle on a assisté sur les marchés est de revenir sur des niveaux qui sont faibles, des niveaux qui ont servi de support dans la période de consolidation boursière qu'on a eue en Europe en 2011 et qui ne sont pas si éloignés aussi des niveaux support qu'on en avait eu au cours de la précédente très très grande crise financière, celle de 2008-2009. Donc aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation qui redeviennent relativement attractifs sur les marchés actions. Ça explique aussi finalement, comme on l'a vu, que les flux sont plutôt bons et surtout que les marchés rebondissent. Alors ce premier regard, c'est sur l'Europe. Qu'en est-il des États-Unis? On est sur des niveaux qui sont un peu moins attractifs sur les États-Unis, hein, je l'ai dit. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le price to book, vous voyez, n'est pas revenu en fait au niveau de la crise de 2010-2011. Alors il faut se rappeler que c'était une crise essentiellement sur la zone euro, la crise de 2010-2011. Sur les performances maintenant, si on regarde les performances sectorielles, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'effectivement, elles sont très très dispersées, hein, comme vous pouvez voir. Le secteur sur l'Europe qui performe le mieux, c'est le secteur de la santé qui est en baisse à vendredi, ce sont des chiffres à vendredi, qui est en baisse donc de 7% sur l'année. Partie, les secteurs qui sont très très sous pression, c'est les banques, hein, vous savez, politique de taux de la part des banques centrales extrêmement faible. Donc, pour les banques, une partie du résultat est liée en fait à ce qu'on appelle la marge d'intérêt, donc la différence entre le coût de la ressource et la capacité à prêter des taux plus élevés. Ce niveau est extrêmement contracté. Et puis beaucoup de questions, bien sûr, sur les conséquences de cette crise, sur toute une série d'encours qu'ils ont et de prêts qu'ils ont faits aux entreprises. Sans surprise, le deuxième plus mauvais secteur, c'est le travel and leisure, c'est le tourisme. Et puis le troisième plus mauvais secteur, c'est l'automobile. Vous le savez, on est sur une industrie là, qui est totalement à l'arrêt, avec beaucoup de questions sur la vitesse du redémarrage. La diapositive suivante, c'est peut-être pour regarder ce qui marche dans cet environnement-là. Alors, je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas repasser, mais on voit bien que sur ce graphique, ce qui marche très fort, c'est la croissance. Et en contrepartie, tout ce qui est thématique value, très très sous pression, avec un écart historiquement extrêmement élevé. La dispersion intrasectorielle, elle est élevée dans cet environnement-là. Alors, ce petit graphique qui vous permet de regarder un peu la performance médiane d'une série de secteurs. Ce n'est pas sur un indice européen, c'est sur un indice mondial composé de sociétés qui ont plus de 5 milliards de capitalisation boursière. Mais on voit que même sur les secteurs qui ont très mal performé, comme l'énergie, il y a quand même une très très grande dispersion. Vous voyez que les sociétés qui performent le moins bien baissent de 60%. En contrepartie, le top 10, enfin le top 10%, en fait, ou 25%, parce qu'on parle de quartile, performent de l'ordre de moins 10, moins 15. Alors, ce qui explique, entre autres, ces grosses différences de performance, c'est clairement l'endettement. Donc, c'est pour ça que je mets les bilans solides sur Perform. Et ce qui caractérise cette période, c'est vraiment une très grande prudence sur les sociétés endettées, ce qui tombe bien parce que la financière de l'échiquier, traditionnellement, n'aime pas les sociétés endettées. L'or, très rapidement, un regard rapide, bien sûr, l'or est en train de revenir vers le plus haut, vous le savez. Alors, on n'est pas tout à fait au plus haut, hein. Vous voyez que sur les niveaux de la période 2011-2012, on a eu des niveaux plus élevés, c'est un prix en dollars. Bon, bien sûr, beaucoup de gens se positionnent sur l'or, hein, de crainte d'une reprise de l'inflation. Nous ne croyons pas à une reprise de l'inflation. Hein. Tous les agrégats qui sortent et toutes les statistiques qui sont en train de sortir sur ce sujet-là indiquent bien le contraire. Et ce n'est pas dans un environnement où on va avoir une croissance du chômage élevée, une baisse de la demande, qu'on va se retrouver avec des pressions inflationnistes. Donc, c'est une crainte qu'on peut avoir à très long terme, à moyen terme, mais à court terme, à 1 ou 2 ans, il n'y a pas de pression inflationniste. Les taux, maintenant, un regard rapide sur les taux des États. Bon, ce que l'on voit, c'est les États-Unis, donc les taux à 10 ans ont très fortement baissé, comme vous le savez, hein, puisqu'ils sont
aujourd'hui à 75 points de base. Ça, c'était à lundi matin. L'Allemagne, les taux sont à moins de 35 points de base. La France est légèrement positif avec des taux à 10 ans à 10 points de base. Alors, ce qui s'est passé, on le voit bien sur l'Allemagne et les États-Unis, c'est le graphique qui suit. C'est l'évolution donc de ces taux-là sur 12 mois. Vous pouvez voir qu'il y a eu là énormément de volatilité, puisque par exemple sur les taux allemands, il y a une phase, la phase la plus aiguë de la crise en fait boursière, où on a même eu des taux allemands à 10 ans qui étaient inférieurs à 80, négatifs de 80 points de base. Aujourd'hui, on est revenu à des niveaux un peu plus raisonnables. Même chose sur les États-Unis. Alors, à remarquer, sur les États-Unis, on est sur les plus bas historiques dans les niveaux actuels. Alors, c'est le résultat de deux choses, bien sûr. C'est le résultat de la politique des banques centrales, mais c'est aussi le résultat d'investisseurs qui vont chercher de la sécurité. Et ces deux produits, les obligations à 10 ans émises par l'État américain et les obligations à 10 ans émises par l'État allemand, sont considérées comme, je dirais, les actifs les plus sûrs en fait, qui existent aujourd'hui sur la planète pour les investisseurs. À remarquer aussi que l'action de la BCE a permis de réduire les écartements de taux au sein de la zone euro, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qui crée toujours beaucoup de tensions au sein des marchés. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? C'est très difficile de prédire l'avenir. J'ai vu que vous me posiez une question sur un scénario de sortie de crise, ou même sur les niveaux des indices. Je n'ai pas de boule de cristal, mais voilà un peu ce qui s'est passé en 2008, et c'est intéressant de comparer un peu l'évolution des marchés avec l'évolution des marchés post-Lehman. C'est ce que fait ce graphique. Alors, c'est sur un indice américain, mais je pense que ça peut servir de référence pour les indices européens. Que la phase de craquage du marché, elle est assez similaire dans son ampleur à celle que l'on a eue en 2008. On a un rebond qui est aujourd'hui supérieur à ce qui s'est passé, mais on sait qu'on arrive dans une phase qui va probablement, avec les publications des entreprises et la baisse de la capacité bénéficiaire des entreprises, on peut assister à nouveau à une phase de retrait des marchés. Donc on rentre dans une période, en fait, une période volatile, une période où les marchés vont chercher en fait des niveaux de valorisation. Avec aujourd'hui une grosse question, c'est la durée de la crise sanitaire. Alors, ce qui rassure les marchés et ce qui nous rassure aussi, c'est que finalement, cette crise sanitaire, si on n'évoque pas un deuxième effet avec une reprise de la crise sanitaire avec les réouvertures, que beaucoup de pays sont en train de mener des politiques de déconfinement, et tout ça est plutôt encourageant. Donc, mais c'est vrai qu'on voit qu'une crise boursière, ça ne dure pas 30 jours, ça peut durer jusqu'à 120 jours, 150 jours, il y en a même qui ont duré plus longtemps. Donc on est aujourd'hui dans une période de 2-3 mois. Bien entendu, les marchés vont chercher leur niveau. Il faut en profiter pour investir, on n'a pas de doute. Je vous ai dit que les valorisations nous paraissaient plutôt attractives. Je crois que c'est un très bon moment pour se positionner, mais je pense qu'il faut le faire de façon fractionnée. Ça nous semble tout à fait clair. Et puis, voilà pour ce message. Donc, une sortie de crise qui est compliquée, avec peu de visibilité pour les investisseurs. On sait qu'on va en sortir un moment. Des entreprises qui sont, pour l'essentiel, plutôt bien armées pour faire face à la situation, sauf les entreprises les plus endettées, et surtout des banques centrales qui sont en support, et des États aussi qui sont en support, puisque vous savez que les États sont en train d'utiliser l'arme budgétaire de façon extrêmement généreuse pour faire face à cette situation. Merci Pierre pour ton analyse macroéconomique. Je pense que vous avez tous la possibilité de pouvoir poser vos questions dans le chat, et comme le disait Christophe, en fin d'intervention, on se propose avec grand plaisir de répondre à toutes vos questions que vous pourriez avoir. Alors mon rôle va être un peu suite au scénario que vient de vous décrire Pierre, de vous expliquer un peu comment nos gérants, de manière très concrète, ont pu réagir depuis le démarrage de la crise. Alors tout d'abord, le premier maître mot, c'est bien sûr le calme et bien sûr une forte capacité à s'adapter. Depuis le début du confinement, sachez que l'ensemble des équipes de la financière de l'échiquier donc travaillent à distance, tout comme Pierre et moi aujourd'hui. L'ensemble de l'équipe de gestion travaille à domicile.
Ils se sont installés des véritables salles de marché dans leurs salons respectifs et donc ils peuvent continuer à travailler comme s'ils étaient au bureau. Ça, c'est le premier message que nous voulions vous faire passer. C'est que bien que les équipes soient à distance, elles peuvent passer des ordres, acheter et vendre des actions dans d'excellentes conditions. Le deuxième message, c'est bien sûr que l'équipe de gestion de la financière de l'échiquier est une équipe aguerrie, une équipe expérimentée qui n'en est pas à sa première phase de consolidation ou de stress des marchés. C'est un contexte inédit, certes, mais nous avons des équipes de gestion qui, on va dire, se comportent avec beaucoup de sérénité et de calme dans ces moments où il ne faut surtout pas paniquer. Et puis, nous avons la chance d'avoir une gamme financière de l'échiquier, hein, Pierre le disait tout à l'heure en introduction, qui se comporte bien que le contexte soit inédit. Nous avons une grande majorité de la gamme de la financière de l'échiquier qui, après une très belle année 2019, nous avons pu créer de la valeur. En 2020, lorsque les marchés ont régressé, nous avons continué à surperformer les marchés. Donc, nous avons une gamme qui aujourd'hui se comporte en relatif bien dans un contexte très compliqué. Alors, pour s'adapter, il faut être mobile, c'est certain. Les gérants n'ont pas donné de grands coups de barre, hein. Il faut être également persuadé que le fil rouge conducteur a été conservé par l'ensemble des équipes de gestion. Mais néanmoins, quelques arbitrages tactiques, des ajustements ont pu être effectués pour, on va dire, passer plus sereinement les dernières semaines. Très concrètement, lorsque le cas le nécessitait, nous avons pu mettre plus de liquidité dans nos portefeuilles. Je pense notamment à nos portefeuilles exposés sur les petites et moyennes valeurs. On l'a vu, c'est le segment de la cotation qui a le plus souffert, hein. Les grandes valeurs ont mieux résisté. Et donc, nous avons, nous, aujourd'hui, différents fonds à la financière de l'échiquier qui sont vraiment investis sur des petites et des moyennes valeurs. L'un des premiers mouvements qui a été opéré par les gérants, c'est d'avoir en portefeuille un peu plus de cash que d'habitude. Ce cash a permis de mieux traverser la baisse, puisque à l'heure où je vous parle, ces différentes stratégies régressent de 9% depuis le début de l'année, là où l'indice comparable de cet univers régresse pas loin de 25%. Donc, avoir un peu plus de cash en portefeuille pour ce segment très précis, ça a été opportun. Et l'occasion depuis les derniers jours d'avoir renforcé certaines positions grâce au cash que nous avions pu avoir. Par ailleurs, nous avons des fonds diversifiés, hein, des fonds dans lesquels nous avons à la fois des actions et des obligations. Et là, je tiens à souligner la grande mobilité de nos équipes d'allocation d'actifs qui ont pu, de manière très rapide, à partir de mi-février, quand les marchés ont commencé à se retourner, nos gérants d'allocation d'actifs, au sein de ces fonds diversifiés, ont très bien piloté la poche action avec une très forte mobilité. Nous étions dans certains fonds pas loin de 60% d'exposition action et nous sommes très rapidement passés de 60% à 0% pour finalement aujourd'hui, dans l'ensemble de nos fonds diversifiés, on est exposé à hauteur de 20-25%. Donc une très forte mobilité quand le scénario l'impose. Et puis, il faut également être opportuniste, Pierre le disait, notamment sur tout le marché obligataire. On a assisté, Pierre le disait, à un écartement des primes de risque. Donc mécaniquement, lorsque les taux sont fortement accrus, les obligations ont mécaniquement baissé. Et on assiste aujourd'hui à un phénomène inverse. On voit des primes de risque qui se resserrent petit à petit. Et donc, on pense que c'est intéressant aujourd'hui d'aller saisir des opportunités sur le marché obligataire, aussi bien sur les obligations de premier rang, le investment grade, hein, des obligations bien notées, tout comme des obligations un peu plus risquées, mais néanmoins avec des garanties assurées par les banques centrales et par les États. On voit que notamment la Banque centrale américaine, et Pierre le disait, soutient à hauteur de 2,3 trillions de dollars les obligations privées de second rang. Donc c'est un bon moment pour nous d'aller se renforcer et nos gérants ont pu le faire. Le mot d'ordre principal, c'est la prudence. Je vous le disais, nos gérants vivent un contexte inédit. On est certes sur des points bas, donc on en profite pour se renforcer, et je vais y revenir dans un instant, mais la prudence est le maître mot. Donc notre principal conseil serait peut-être d'utiliser les points bas que nous connaissons actuellement pour revenir progressivement si vous étiez éloigné des marchés et de le faire de manière très progressive. Pourquoi pas utiliser par exemple des versements programmés. Et enfin, donc, nous allons tout de suite arriver dans le vif du sujet. Quels sont les arbitrages que nos gérants ont pu opérer et quelles sont les convictions que nous portons, puisque les marchés actions sont des marchés de long terme. Donc, avoir des convictions de long terme sont pour nous primordiales. Très concrètement, nous avons, comme l'a dit Pierre, privilégié des secteurs défensifs, puisque si la bourse a reculé, tous les secteurs n'ont pas reculé de la même manière.
Certains ont été beaucoup plus résilients que d'autres. Donc, un arbitrage très majeur que nous avons eu dans plusieurs de nos fonds à la financière de l'échiquier, c'est tout simplement de réduire notre exposition sur des valeurs qui travaillent qui sont exposées à des secteurs les plus confrontés à la crise actuelle. Je pense au secteur pétrolier. Une valeur que nous avions, par exemple, dans un de nos fonds, c'est EOG Resources. C'est une société américaine qui est un producteur américain donc de pétrole de schiste. Et donc, on l'a vu, le pétrole qui a été mis à mal ces dernières semaines, nous avons privilégié une sortie de cette valeur au sein de notre fonds Échiquier World Equity Growth, par exemple. Par ailleurs, une banque singapourienne qui détenait beaucoup de dettes auprès d'acteurs de l'énergie et du pétrole, on s'est dit que ce n'était pas forcément une très bonne idée de le conserver. On s'est donc séparé de la valeur OCBC Bank. Au niveau européen, de très belles valeurs étaient en portefeuille depuis quelques mois. Je pense à Basic Fit, une société européenne qui exploite plusieurs centaines de salles de sport partout en Europe. Mesures de confinement obligent, ces salles de sport sont fermées. Pendant combien de temps, on l'ignore. On a donc préféré limiter la casse en se séparant de ce dossier qui reste tout de même dans notre ligne de mire. Et on n'hésitera pas à y revenir lorsque de jours meilleurs apparaîtront. Et puis, nous avons également soulagé nos portefeuilles de valeurs qui étaient devenues un peu trop chères, puisque le marché s'est réfugié vers des actifs de grande qualité. Je pense à une société comme Temenos, une société suisse qui, depuis plus de 20 ans, fournit des logiciels à toute l'industrie bancaire. C'est une société que nous avons en portefeuille, par exemple, au sein de notre fonds Échiquier Major, un très beau parcours boursier, mais qui est arrivé sur des niveaux de valorisation très, très chers. Et Pierre l'a très bien dit, le secteur bancaire est mis à mal en ce moment. Donc, on a préféré, sur des niveaux très, très hauts de marché, prendre nos bénéfices, nous soulager, et on conserve bien sûr en ligne de mire cette entreprise très intéressante. Et donc, toute cette partie, nous en sommes dédouanés pour, à l'inverse, se renforcer sur les secteurs, vous le comprenez, beaucoup plus défensifs. Le secteur de la santé, qui est le meilleur secteur depuis le début de l'année en termes de performance boursière. Je pense à un acteur comme Philips qui produit, vous le savez, des respirateurs qui sont aujourd'hui bien manquants dans beaucoup d'hôpitaux. Certains gouvernements se sont engagés à racheter plus de respirateurs, donc il nous a semblé opportun de renforcer notre position dans un acteur comme Philips, tout comme Novo Nordisk, un acteur de la santé qui traite notamment le diabète. Le secteur de la technologie, qui a été très résilient en cette phase baissière. Nous avons assisté cette semaine notamment à la publication du titre Amazon, qui a dépassé tous les espoirs que nous pouvions avoir. Amazon qui a recruté déjà 100 000 personnes, qui s'apprête à en embaucher 75 000 autres. Alors, une décision de justice en France interdit désormais à Amazon de vendre des biens autres que des biens de première nécessité. Néanmoins, on voit bien que Amazon aujourd'hui tire le marché américain. Et donc, être aujourd'hui exposé à ces valeurs de très forte croissance, c'est bien sûr très défensif dans nos portefeuilles. On y est exposé dans notre fonds World Equity Growth, tout comme Microsoft. Et donc, nous sommes bien contents d'avoir ces leaders de la technologie en portefeuille dans ces mouvements de marché très compliqués. L'industrie, certains secteurs se comportent très bien d'un point de vue industriel, avec des sociétés qui, depuis de nombreuses années, ont un vrai leadership. Je pense à Téléperformance, qui est dans un de nos fonds. Alors certes, le titre recule de près de 11% depuis le début de l'année, mais sur le mois qui vient de s'écouler, le titre a repris 20%. Et on regardait un peu les multiples de performance depuis ces dernières années. Téléperformance est un titre qui a été multiplié par 6 en 10 ans, par 2 en 3 ans. Donc nous avons là un leader européen et même mondial de la gestion de la relation client. Nous avons donc profité de cette phase de consolidation pour se renforcer sur des convictions que nous avions depuis quelques temps. Et puis enfin, d'un point de vue énergétique, on l'a vu, le pétrole est mis à mal. Nous avons, nous, des convictions au sein de la financière de l'échiquier sur des secteurs énergétiques de demain. Je pense aux énergies renouvelables, le solaire, l'éolien. Et pour cela, nous avons notamment 2 expositions très intéressantes à la financière de l'échiquier et pour lesquelles on s'est renforcé ces derniers temps. C'est l'entreprise Neoen qui exploite des parcs éoliens et solaires partout notamment en Europe, et la société Albioma qui, Neoen et Albioma ont des investisseurs en commun. C'est le holding Impala géré par monsieur Jacques Vera. Et donc, on a le plaisir de travailler avec ces acteurs de grande qualité, avec des titres qui sont en forte progression. Albioma qui progresse de 20% depuis le début de l'année et Neoen qui a pris 65% en un an et est en progression de 5% depuis le début de l'année. Son PDG va d'ailleurs s'exprimer aujourd'hui sur Boursorama et on va étudier ça de très près.
Alors, bien sûr, avoir des mouvements tactiques que je viens de vous décrire en se désensibilisant de certains secteurs pour en renforcer d'autres, ça a été l'une des premières choses. Mettre un peu plus de liquidité sur certains secteurs et certaines typologies, notamment les petites et moyennes valeurs en portefeuille, ça a été très intéressant. L'heure est pour nous de lister les thématiques d'avenir. Vous le savez certainement, à la Financière de l'Échiquier, nous sommes un investisseur responsable. Depuis 2008, nous sommes signataires des PRI, c'est des principes de l'investissement responsable. Et donc, nous avons aujourd'hui un tiers de nos encours qui ont le label d'État ISR, ISR pour investissement socialement responsable. L'idée, là, c'est de consulter une entreprise et d'investir dedans, non seulement pour ses qualités financières, est-ce qu'elle est capable de gérer de la croissance, de la marge, est-ce qu'elle est en bonne santé économique, mais également sur les aspects extra-financiers, où là, on va étudier trois principaux indicateurs, c'est le ESG, environnement, social, gouvernance. Et donc, ce sont des entreprises qui vont pouvoir permettre de financer et d'atteindre des objectifs de développement durable, une bonne quinzaine d'objectifs que nous devons atteindre à horizon 2030, ces objectifs qui sont mis en place par l'ONU. Et donc, on parle bien ici d'investissement, ce n'est pas de la philanthropie. L'idée est d'investir dans des fonds performants économiquement, mais qui orientent l'épargne vers des entreprises, d'un point de vue extra-financier, les plus performantes. Et puis, nous avons une fondation depuis 15 ans, la Financière de l'Échiquier, et donc certains fonds ISR de notre gamme permettent chaque année de financer les actions de notre fondation. Je pense à un fonds comme Échiquier Positive Impact, que le cabinet Partners connaît très bien et que vous utilisez peut-être déjà dans vos portefeuilles respectifs. Alors pourquoi est-ce que nous croyons beaucoup à l'ISR? On s'est rendu compte que depuis 10 ans, avoir un investissement ISR en portefeuille, c'est être en capacité de générer beaucoup plus de performances, c'est beaucoup plus résilient lorsque les marchés montent, on l'a vu en 2019, et surtout lorsque les marchés baissent. En 2020, nos fonds ISR à la Financière de l'Échiquier sont les fonds que nous considérons comme les plus résilients. Un fonds comme Échiquier Positive Impact, je vous le disais, régresse de l'ordre de 9% depuis le début de l'année. C'est 2 fois mieux que l'indice du secteur. Sur les courbes que vous voyez de manière très concrète, on a analysé depuis 10 ans, d'un point de vue purement indiciel, l'indice européen, le MSCI Europe, par rapport au MSCI Europe ISR. Donc d'un point de vue purement indiciel, on voit que sur 10 ans, être investi sur les sociétés les mieux orientées d'un point de vue ISR, c'est avoir la capacité de générer beaucoup plus de performance. Et lorsque nous faisons de la gestion active, lorsque nous n'achetons pas forcément un indice, mais que nous choisissons entreprise par entreprise les dossiers dans lesquels nous investissons, on voit que les 40 sociétés dans lesquelles nous sommes investisseurs et ces 40 sociétés qui ont le meilleur profil ESG, le top 40, surperforment largement le flop 40. Donc c'est une certitude et nous en sommes persuadés, l'ISR permet de créer beaucoup de valeur dans la durée et d'être résilient en phase de stress. À la Financière de l'Échiquier, l'ensemble de l'équipe de gestion que vous voyez à l'écran analyse tous les dossiers d'un point de vue économique et extra-financier. Et nous avons tout de même la chance d'avoir une équipe de 4 personnes qui prend le lead sur la thématique pour donner un peu le fil rouge et conseiller les gérants pour permettre cette analyse extra-financière. Et puis, il y a une deuxième thématique que nous avons citée dans la présentation de Pierre, c'est le secteur technologique. Nous croyons beaucoup à la technologie, secteur qui se trouve très résilient en 2020, après avoir bien performé en 2019 à nouveau. Et nous croyons notamment beaucoup à l'intelligence artificielle. On a lancé une thématique dédiée en 2018 et nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il y aura un avant et un après coronavirus et que tous les investissements des entreprises pour automatiser des process et avoir aujourd'hui beaucoup plus de capacité à digitaliser des procédures, cela va être croissant dans les années à venir. Nous avons tous les ingrédients pour parler d'une 4e révolution industrielle. Nous avons une ressource illimitée, la donnée. Nous avons les bonnes usines pour faire tourner ces données, ce qu'on appelle l'industrie du cloud computing, avec énormément d'innovation et tout cela va disrupter énormément d'applications. Nous avons mis à l'écran quelques applications significatives qui vont être bouleversées par l'intelligence artificielle. Dans le domaine de la santé, par exemple, je voulais vous citer une seule entreprise que nous avons dans notre portefeuille Échiquier Artificial Intelligence. C'est une société chinoise qui s'appelle Ping An Healthcare. Les Chinois ont exactement le même problème que nous au niveau européen. Un Chinois fait là que 3 heures dans un service d'urgence pour avoir une consultation de 8 minutes. À l'heure du Covid, le gouvernement chinois a incité tous les résidents à rester chez eux et à limiter leurs déplacements dans les hôpitaux et les cabinets de médecine. Et donc, en fait, cette application, Ping An Good Doctor, permet à chaque résident chinois de décrire ses symptômes sur une application. Une intelligence artificielle va pouvoir leur prescrire un diagnostic et, si besoin, un réel médecin
va prendre le relais pour orienter vers un spécialiste. C'est une entreprise dont le cours de bourse s'est accru de 50% depuis le début de l'année. C'est une conviction que nous avions en portefeuille. Et vous comprenez bien que l'univers dans lequel nous allons sortir à l'issue donc de cette crise sanitaire va inciter beaucoup plus d'automatisme et d'automatisation dans ce secteur-là. Donc voilà, je dirais deux idées de thématiques que nous avons depuis de nombreuses années: l'investissement socialement responsable, la technologie. Nous sommes aujourd'hui contents de la performance de ces différentes thématiques et comptez sur nous pour détecter à l'avenir les meilleurs dossiers pour continuer à créer de la valeur dans les années à venir. Merci Paul, merci Pierre. Nous allons passer aux questions. Nous avons reçu un certain nombre de questions. On ne pourra pas toutes les prendre, mais on s'engage à répondre à chacun individuellement, rapidement. La première question concerne les scénarios de reprise à 6 mois, 18 mois. Comment peut-on envisager la reprise des marchés, actions en particulier, à ces échéances? Alors, à 6 mois, je pense qu'on reste dans un environnement où finalement le marché a pas mal rebondi. Hein. On a retracé à peu près 50% donc de la baisse. Des niveaux, à mon avis, qui sont des niveaux sur lesquels le marché essaie de se rééquilibrer. Hein. On a vu que la volatilité baissait, mais restait quand même significative. Alors, si je parle des marchés actions, je pense que pendant 6 mois, je pense que pendant ces 6 prochains mois, on va avoir des réponses, mais on va aussi avoir pas mal de questions. Dans les 6 prochains mois, on aura des réponses probablement sur la fin de ces crises sanitaires. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mais d'une certaine façon, c'est ce qu'anticipe déjà le marché. Finalement, un moment où on sortira probablement au mois de juin, je pense que c'est du confinement. Alors, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que la France, il y a beaucoup de zones géographiques, mais ce que constate le marché, et je pense que ça le rassure pas mal, c'est que le déconfinement a été décidé sur l'économie chinoise et on a un redémarrage de l'économie chinoise. Mais il y aura beaucoup de questions encore, entre autres sur la santé des entreprises, sur la magnitude en fait de cette reprise économique hein, qui risque d'être compliquée, le retour des niveaux de chômage, le financement des déficits, etc., qui, à mon avis, sont pas propices à une forte reprise. D'ici 18 mois, on est dans une situation complètement différente. En fait, on sera dans un marché finalement où probablement on aura trouvé un vaccin, hein, j'imagine, où finalement on commencera à oublier bien sûr le côté extrêmement dur de cette crise sanitaire, les mesures de confinement, etc. On sera dans une économie qui aura redémarré. Mais elle aura redémarré probablement dans des conditions compliquées, avec secteurs économiques qui auront disparu, hein, probablement, des entreprises qui seront plus endettées hein, du fait de cette crise. Hein. Il ne faut pas oublier que finalement les entreprises sont en train de se réendetter en fait pour faire face à cette crise et probablement sur des niveaux de valorisation qui seront plus faibles. Hein. Donc on aura probablement un marché qui sera à des niveaux plus élevés, mais de mon point de vue, on ne reviendra pas au niveau antérieur, sauf peut-être sur certains compartiments d'entreprises. Je pense aux grosses entreprises qui sont les gagnantes en fait de cette crise comme de toutes les crises. Les grosses entreprises, elles ont une caractéristique, c'est que finalement, elles ont plus de moyens financiers, elles ont une meilleure compétence, c'est-à-dire qu'elles sont déjà mondiales, donc elles ont une vraie capacité à allouer leurs capitaux là où ils sont les plus rentables sur ce territoire, sur leur territoire de jeu qui est le monde. Et une autre exception aussi, ce sera probablement les grosses entreprises de technologie et celles finalement qui vont bénéficier de l'accélération de disruption. En fait, cette crise, on le voit bien, elle a pour conséquence d'accélérer toute une série de disruptions. Le commerce en ligne, l'utilisation d'outils digitaux, comme Paul en parlait par exemple, l'usage de la télémédecine. Il n'y aura pas de retour là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a toute une série dans cette crise très très atypique de nouveaux modes de consommation, de nouveaux modes de vie, et qui probablement, pour certains, perdureront. Et donc, il y a des gagnants de ces transformations-là. Donc, parler d'un marché dans son ensemble, je pense que c'est un peu compliqué, mais je pense que d'ici 18 mois, probablement,
les grands gagnants de cette crise, hein, vous savez par exemple qu'un dossier comme Amazon est au plus haut historique aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas, là on a un gagnant de la crise. Hein, alors bon, il est très connu, mais il y en a plein d'autres. Hein, donc d'ici 18 mois, probablement sur certains compartiments, entre autres la technologie, des niveaux de marché qui seront plus élevés. Merci. Alors, et puis peut-être un mot sur les obligations pour dire que d'ici 18 mois, bien sûr, des écarts de taux qui seront beaucoup moins élevés. Hein. Je pense qu'il ne faut pas oublier le territoire obligataire. On est sur des niveaux aujourd'hui de spread, en fait, qui se sont beaucoup tendus. On est sur des niveaux attractifs pour investir. Alors, surtout sur l'investment grade, hein, je dirais, plus que sur le high yield, sur lequel on a pas mal de questions. Nous avons aussi une question sur le pétrole. C'est un point qui a été abordé. On a vu les cours du pétrole fluctuer de façon considérable, avec tout d'abord un désaccord au sein de l'OPEP, puis des décisions très récentes qui ont finalement pris le contre-pied, donc des écarts considérables. Quel est votre avis sur l'évolution du cours du pétrole et des valeurs pétrolières ? Alors, à 18 mois, le pétrole sera plus élevé. Hein. On aura une reprise de la consommation pétrolière avec la reprise de l'activité. Je pense que les acteurs du secteur du pétrole ont besoin de cours le plus élevés. Hein. C'est-à-dire que, vous le savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui, à ces niveaux de prix, de cours, ont beaucoup de mal à être rentables. Ça pose beaucoup de problèmes budgétaires aux États. Aujourd'hui, on est dans une situation très, très atypique où si vous êtes prêt à envoyer un cargo, enfin, un système, vous pouvez acheter du pétrole à 4 $ au Canada. Hein. En fait, on ne sait plus comment le stocker, le pétrole. Donc, on est dans une situation qui est extrêmement anachronique sur le pétrole. Sur le court terme, peu de visibilité. Encore une fois, il faut que la consommation reparte. Je vous l'ai indiqué sur la diapositive que j'ai partagée avec vous. Aujourd'hui, on parle effectivement d'un accord entre les pays producteurs qui fait dire la production de 10 à 15 millions de barils jour, mais en fait, on a une réduction de la consommation qui est d'environ 30 millions de barils jour. Donc, si vous voulez, le problème n'est pas réglé, mais je pense que ce sont des tensions de court terme. Sur un horizon de 18 mois, je pense très, très clairement un intérêt fort à positionner sur le pétrole et sur les acteurs du secteur pétrolier. Merci beaucoup. Même si ce n'est pas très ISR. Oui. Nous avons une autre question sur l'impact de l'endettement public et privé, et en particulier public. L'impact très très fort. En France, on va arriver à une dette égale à 115% du PIB. Quels sont les facteurs de risque que cet endettement engendre? Écoutez, alors, c'est difficile enfin, ce qu'on constate, c'est qu'un État comme le Japon, par exemple, est à 240% et pour autant, les taux japonais sont extrêmement faibles. Et d'une certaine façon, plus la dette est élevée, plus les taux restent faibles, puisque plus les banques centrales sont obligées de conserver des taux faibles, puisque c'est le seul moyen que ce niveau d'endettement soit supportable. Donc, et sur le court terme, peu de problèmes. Hein, tant que les banquiers centraux ont décidé de financer les États, tant que les banquiers centraux continuent à acheter la dette, et puis tant qu'il n'y a pas d'inflation. Je dirais, l'idée qu'il y a une limite au niveau de l'endettement des États, c'est une idée légitime, qui s'entend intellectuellement, mais en fait, personne ne connaît vraiment le niveau de limite. Ceci dit, par définition, une dette, ça se rembourse. Alors aujourd'hui, on est dans un système où une dette se rembourse en se réendettant, hein, pour les États, puisque finalement, les États ne remboursent jamais leurs dettes. Hein. Ils ne font que se réendetter pour rembourser leurs dettes et puis pour financer leur fonctionnement. Donc, ce n'est pas un système qui est durable et sur lequel on peut se projeter sur 20 ans, 30 ans, mais à horizon, je dirais, moyen terme, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas d'inquiétude majeure qui est liée à ce niveau de l'endettement. L'endettement, il est beaucoup plus inquiétant pour les entreprises que pour les États. Merci. Et nous avons enfin une autre question sur les idées d'investissement, puisque
on peut considérer cette crise sanitaire, qui est une crise exogène, totalement inédite, comme un vrai bouleversement. Vous l'avez dit tout à l'heure, des habitudes nouvelles vont être prises. Vous avez évoqué la digitalisation, l'intelligence artificielle, le commerce en ligne. Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire peut être l'occasion également de reconstruire les modes de consommation sur des bases plus vertueuses en matière environnementale? Alors, bon, je l'espère. Ce qu'on constate, c'est que probablement cette crise va accélérer des mouvements de relocalisation. Alors bon, il faut être raisonnable parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à relocaliser et le monde ne changera pas de façon radicale du fait de cette crise-là. Mais je dirais la relocalisation d'un certain nombre de produits qui sont stratégiques en fait, hein, puisqu'on voit bien aujourd'hui finalement on est en train de se rendre compte qu'on a 90% des molécules pharmaceutiques qui sont fabriquées à l'extérieur de l'espace européen, que c'est une faiblesse. L'histoire des masques et c'est la capacité à se fournir dans une chaîne qui est mondialisée, c'est une faiblesse. Donc, je pense que tout ça va être analysé. Un certain nombre de produits vont être localisés. Je pense que le poids sera assez modeste hein, par rapport finalement à la consommation totale européenne ou française. Mais bon, cette relocalisation, bien sûr, elle a un impact positif de ce point de vue-là, hein, puisque ces produits localisés voyagent moins, etc., etc. Après, je pense, moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que le monde va changer de façon radicale. Hein. Je pense que le monde va essayer de tirer des conclusions. Je pense qu'il y a des histoires de sécurité. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de réflexions sur le fait qu'un certain nombre de chaînes totalement déglobalisées se posent des problèmes de sécurité. Mais je pense que beaucoup de choses vont rester comme elles sont. Alors après, heureusement, je dirais l'accélération des capitaux qui sont confiés à des fonds ISR qui ont déjà porté d'une certaine façon, ont connu des résultats. Finalement, ces investisseurs comme nous qui pratiquent cette approche-là, on milite pour un certain nombre de changements sur la façon de produire, sur les consommations de ces productions, etc., etc. Et ça continuera. Et ça aura des effets bénéfiques. Mais ce ne sera pas lié finalement à cette crise-là. Ce sera lié à un mouvement qui continue et qui s'accélère et qui avait commencé avant la crise. Merci. Et nous avons enfin une question d'un investisseur qui a déjà quelques fonds de la financière de l'échiquier et qui demandait quel était votre trio de tête dans la période actuelle des fonds à recommander. La question s'adresse plutôt à Paul. Aujourd'hui, comme on vous l'a démontré, on est plutôt partisan de privilégier des actifs liquides, des grandes valeurs de croissance sur des secteurs très résilients. Donc, si on devait recommander 3 supports, bien sûr, diversifier les actifs européens et internationaux. Au niveau européen, ça peut être un fonds notamment de croissance sur les entreprises bien labellisées d'un point de vue ESG. Donc, on pourrait mettre en avant un fonds comme Échiquier Positive Impact Europe, qui a montré une très forte résilience cette année, je vous le disais, avec un bon comportement l'an dernier également. D'un point de vue international, notre fonds Échiquier World Equity Growth, qui est un fonds très concentré, pas une seule valeur européenne, et donc là vraiment avoir des grandes sociétés les plus liquides possibles en portefeuille. Je vous le rappelle, les sociétés à plus de 10 milliards de capitalisation boursière, plus de 5 milliards de chiffres d'affaires annuels, un taux de croissance si possible à 2 chiffres chaque année, en portefeuille des Amazon, Microsoft, etc. On le disait, il y aura un avant, un après. Toute la recherche et développement et la digitalisation ne va que s'accélérer après la crise sanitaire. Donc, être exposé sous ces leaders mondiaux au sein de World Equity Growth, ça nous paraît intéressant. Et si vous avez vraiment un horizon de très long terme et que la thématique technologique vous intéresse, notre fonds d'intelligence artificielle, je souligne sa très forte capacité de croissance, quasiment 40% de croissance l'an dernier. À l'heure où je vous parle, le fonds est en positif, à hauteur de 3%, donc bien loin devant son indice. Si vous avez un horizon de placement de long terme, voilà un peu des idées d'investissement que nous vous mettons en avant. Donc, Positive Impact Europe, World Equity Growth, Artificial Intelligence.
Merci Paul. Et nous avons enfin deux questions qui concernent le développement de la sécurité informatique. Je pense que c'est un secteur qui est également une thématique qui est choisie dans certains fonds. Quid de ce secteur de la sécurité informatique? Alors, vous avez entièrement raison. La cybersécurité, c'est un secteur, on n'a pas un fonds dédié purement à cela, mais la cybersécurité, c'est un domaine que notre gérant sur Artificial Intelligence exploite pleinement. On a d'ailleurs profité de la période de crise actuelle pour introduire dans le fonds certains dossiers spécialisés dans la cybersécurité pour protéger les mots de passe des entreprises, des salariés. Il n'y a jamais eu autant d'attaques informatiques actuellement, hein. Certains logiciels de téléconférence d'ailleurs sont mis dans le viseur de beaucoup de personnes avec beaucoup de piratage de mots de passe. Donc c'est évidemment pour nous un secteur d'avenir. On a déjà initié certains dossiers et notre avis c'est que cela va être très croissant dans les mois et années à venir. Merci. Et enfin, tout à l'heure vous avez évoqué Amazon qui se développe énormément aux États-Unis et dans le monde entier. N'est-il pas incompatible de parler d'Amazon et de choisir ce titre quand on parle d'ISR, d'investissement socialement responsable, étant donné leur politique sociale? Voilà. Alors, c'est une excellente question. Pour bien rectifier, Amazon aujourd'hui, c'est un titre que nous avons dans un seul de nos fonds, Échiquier World Equity Growth, qui n'est pas labellisé ISR. Il est évident que dans un fonds qui se prétend ISR, on exclut par définition certains secteurs, le pétrole, certaines matières premières, les armements, etc. Amazon aujourd'hui, au point de vue de sa gouvernance d'entreprise et de la pollution que son activité génère, il est évident que Amazon n'est pas, on va dire, éligible à un fonds ISR. Néanmoins, tout n'est pas à jeter dans le titre Amazon. On voit une extrême résilience. Et puis, force est de constater que beaucoup de ménages aujourd'hui s'approvisionnent grâce à ce type d'entreprise. Des ménages qui sont un peu en zone rurale, etc., qui n'ont pas d'autres moyens que d'acheter en ligne. Heureusement que Amazon est là pour les fournir en divers besoins. Donc, c'est notre rôle en tant qu'investisseur de nous intéresser réellement à la gouvernance. En tant qu'investisseur actif, on est capable de participer aux assemblées générales, d'exprimer notre point de vue, d'avoir des relations privilégiées. Mais vous avez entièrement raison, Christophe. Aujourd'hui, Amazon n'est pas un titre que nous pouvons inclure dans un fonds ISR à proprement parler. Sachant que l'ISR contient trois piliers, l'environnement, certes, mais également la gouvernance et les questions sociales. C'est exactement ça. À la financière de l'échiquier, on a même pris le pari d'attribuer la plus forte note à la qualité de la gouvernance. En fait, chacun des gérants que vous aviez vu sur le diapositive tout à l'heure, chaque gérant note une entreprise avant de l'introduire dans son fonds d'investissement. Et cette note de 0 à 10 a un coefficient de 60% sur la gouvernance d'entreprise. La gouvernance, c'est ce qui est le plus important pour nous. On va ensuite avoir 20% pour l'impact environnemental de l'entreprise et 20% sur les impacts sociaux. Mais la gouvernance, bien plus que l'environnement, est pour nous le sujet le plus préoccupant. Parfait. Écoutez, nous arrivons au terme de cette conférence téléphonique. Nous pouvons évidemment envoyer le diaporama et le podcast à toutes les personnes qui le souhaiteraient. Donc, vous pouvez nous le faire savoir. Et je souhaitais également préciser que nous organiserons des conférences téléphoniques sur d'autres sujets, en particulier sur l'immobilier commercial, sur les SCPI. Nous avons pu envoyer une communication à ce sujet, mais ce sont des questions que nous suivons également de près. Mais il s'agit d'autres d'actifs différents. Voilà. Écoutez, merci à tous et puis à très bientôt sur le même format. Merci beaucoup Christophe, merci à vous tous pour votre écoute et à très bientôt. Merci Christophe pour ce très bon moment. À bientôt. Au revoir, à bientôt.